pour s'expliquer l'ADN des comportements sécuritaires. Parce qu'en matière de santé et sécurité, on va souvent parler de comportements sécuritaires. Et souvent, pour arriver à avoir des comportements sécuritaires, qu'est-ce que les organisations ont mis en place? Des programmes d'observation de comportement, programmes d'observation préventive et autres. Et qui a dit dans la vie que pour arriver à changer des comportements, il fallait les observer? Donc, là, on va revenir à quelque chose qui est de base. La santé, sécurité, c'est de la gestion des risques, de la gestion des dangers. Meilleure façon qu'un employé se comporte comme du monde, c'est de le mettre dans un environnement de travail le plus exempt de danger possible, avec les meilleurs équipements possibles. Dit dans des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, vous avez recruté quelqu'un qui serait en dessous des critères sur lesquels vous auriez espéré trouver un candidat, ou quelqu'un qui est distrait, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Prenez, peu importe le contexte, vous avez quelqu'un qui est en difficulté. Eh bien, prenez quelqu'un qui a besoin de plus d'encadrement comme ça, mettez-le dans un environnement éclairé, pas de trou, il ne tombera pas dedans, et prenez à l'inverse l'espèce de modèle que vous voudriez avoir et répliquer partout dans votre organisation. Prenez-le, mettez-le dans le noir avec des trous, il va tomber dedans. Principe de base de la gestion des dangers, fondement de la loi sur la santé et sécurité, l'élimination, la réduction à source. Donc, prenez n'importe qui, mettez-le dans le bon environnement avec les bons équipements. Vous vous donnez des maudites bonnes chances d'arriver à gérer le danger adéquatement, le risque adéquatement. Qu'est-ce qui arrive quand on doit gérer des risques reliés directement au comportement humain? Bien, on va prendre des processus de gestion des ressources humaines. Donc, pas d'histoire d'observation, puis on se sensibilise, puis on se regarde, puis on se répète que je sais pas quoi, pense à ta femme puis tes enfants. Ça, c'est bien cute, mais ça fait pas de la gestion. Pour faire de la gestion, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a mis la personne dans le bon environnement avec les bons équipements, on doit lui définir des rôles et responsabilités dans des programmes, dans des procédures, dans des règlements, dans des instructions de travail. Si je vous demandais chez vous, il y a combien de programmes de cadenassage différents, vous me diriez probablement juste un, fait pour être appliqué d'une façon. Et c'est quoi un programme de cadenassage, par exemple? C'est de l'exécution de rôles et responsabilités bien précises. Un plan de match pour appliquer d'une façon. Je définis des rôles et responsabilités aux gens et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recruter et je vais embaucher des gens qui sont aptes à jouer ces rôles-là. Donc, je ne vais pas engager quelqu'un qui est inapte à exécuter les rôles que j'ai définis parce que pertinemment, je sais que ça n'arrivera pas. Donc, s'il n'y a plus personne dans le marché pour arriver à recruter pour jouer les rôles, il n'y a plus personne qui est capable de le faire, qu'est-ce que je dois faire? Changer l'environnement, les équipements pour venir éliminer le risque ou redéfinir les rôles et responsabilités de façon à ce que la personne qui va rentrer chez nous soit apte à les jouer. Et là, j'ai recruté ces personnes-là, j'ai défini des rôles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les accueillir et je vais les former de façon à ce qu'ils soient aptes à jouer à 100% les rôles et responsabilités que je leur ai définis dès la première seconde qu'ils mettent les pieds chez nous. Parce que je suis imputable de la sécurité de 100% des gens immédiatement. Donc, je les accueille et est-ce que c'est parce que je les ai accueillis que 8 ans plus tard, ils se rappellent encore de leur formation de cadenassage, travail en hauteur? La réponse est non. C'est pour ça que ça prend des plans de formation par poste sur lesquels on va revenir en loupe sur les rôles et responsabilités qui ont été enseignés. Et après ça, pourquoi qu'on a des périodes de probation et des évaluations de rendement? Donc, on a des périodes de probation. Pourquoi? Pour s'assurer que les rôles qu'on a définis, les personnes qu'on a engagées pour les jouer, qu'on a formé ces gens-là dessus, eh bien, qui sont aptes à les jouer dans les 90, 100, 120 premiers jours. Regardez s'ils ont besoin d'un encadrement supplémentaire, plan de développement, ou finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas aptes à travailler chez nous et qu'ils seraient trop à risque, donc on doit se débarrasser de ces personnes-là. Sinon, évaluation du rendement. À chaque année, 6 mois, 3 mois, dépendamment de votre organisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une rencontre avec le superviseur, l'employé, dans laquelle on revient sur les rôles et responsabilités exécutées, la participation de l'employé dans la stratégie de l'organisation, quel plan de soutien, développement, coaching, mentorat qu'il peut avoir de besoin pour être apte à jouer ses rôles. Et après ça, c'est très pertinent au quotidien, à la semaine, au mois, de les informer. Donc, informer et communiquer avec eux. Informer et communiquer quoi? Quels sont les rôles et responsabilités qu'on s'attend d'eux? C'est quoi les risques auxquels ils sont exposés? De quelle façon ils peuvent contribuer? À quel endroit notre stratégie de gestion des dangers a échoué? Où est-ce qu'ils sont les accidents qui sont arrivés dans le département, dans l'usine, dans les autres établissements de la corporation? Donc,
on communique avec ces gens-là. Et une fois que j'ai pris mon travailleur, que je l'ai mis dans le bon environnement avec les bons équipements, que j'ai défini des rôles, que je me suis assuré qu'en l'embauchant, il était apte à les jouer, que je l'accueille, que je le forme, que je l'ai probé pour m'assurer qu'il était apte à les jouer, que j'ai fait une évaluation de rendement qui a de l'allure, que je communique avec lui, est-ce que je peux avoir de la rigueur et de la discipline chez nous pour m'assurer que les gens vont jouer à 100% les rôles et responsabilités qu'on leur a définis? Bien, la réponse, c'est oui. Et ce n'est pas une option de jouer le plan de match de l'organisation, donc pourquoi qu'on doit avoir de la rigueur? Pour s'assurer que 100% du monde exécute le plan de match à 100%. Et après ça, la mobilisation et l'implication. L'implication des travailleurs, très simple. Où est-ce que je vais les impliquer, mes travailleurs? Partout où c'est possible. Et mes gestionnaires aussi, la même chose. Dans les analyses de risque sur mon environnement de travail et les équipements, dans le choix des équipements qu'on va mettre à leur disposition parce que c'est eux qui les utilisent, dans la définition des rôles et responsabilités dans les programmes, je peux impliquer mes employés, mes gestionnaires, mes membres de comité de santé et sécurité. Dans mes programmes d'embauche, mes gestionnaires vont être là. Dans mes programmes d'accueil, de formation, je peux avoir de mes employés qui vont être des bons mentors, des bons coachs. La même chose avec mes gestionnaires. Même chose dans les programmes de probation, dans les 90-100 premiers jours, je vais avoir le feedback de mes employés, ceux qui travaillent avec mon nouvel employé, comment ils trouvent, est-ce que ça va bien, quel coaching il va avoir de besoin. Bref, à plein d'endroits, je peux impliquer mes gens. Et la mobilisation en matière de santé et sécurité, regardez bien ça, mais posez-vous la question à savoir si ça vous mobiliserait ou pas, les questions que je vais vous poser. Vous êtes un employé et votre employeur vous met dans le meilleur environnement possible, avec les meilleurs équipements possibles pour faire votre travail les plus sécuritaires. Il vous a défini des rôles et responsabilités très clairement. Vous savez exactement ce qu'on s'attend de vous et on s'est assuré en vous embauchant que vous aviez ce qu'il fallait pour arriver à jouer ces rôles et responsabilités-là. On vous a formé, on vous a développé en continu sur les rôles et responsabilités que vous avez à jouer. On vous a fait passer une période de probation, des évaluations de rendement avec des objectifs clairs, qu'on vous dit exactement ce qu'on s'attend de vous, puis on vous soutient là-dedans. Et on vous informe en continu des performances de l'organisation, des endroits que vous pouvez participer. Et après ça, on a de la rigueur, on a de la cohérence dans l'organisation, pas de passe-doigt pour personne. On a dit que c'était ça le plan de match. On l'exécute. Est-ce que ça vous mobiliserait ou ça vous démobiliserait? Je me doute pas mal de la réponse. Donc, je sais que ça paraît plus complexe que de simplement s'observer, mais comme on vous dirait, c'est peut-être un peu plus complexe, mais ça fonctionne, par exemple. Donc, dans tout ça, l'ADN des comportements sécuritaires, je vous invite à en consulter davantage dans le code secret de la culture santé-sécurité tome 2 ou de venir suivre l'une ou l'autre des formations à la GEST sur la gestion stratégique de la santé-sécurité, les rôles et responsabilités et l'impact des processus ressources humaines sur la santé-sécurité. Donc, toutes des choses que vous pourriez en savoir plus. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin et je vous souhaite une bonne journée.